Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de ce lundi 20 juillet. Voici les titres. C'est un bilan satisfaisant que tire Roch Ouamito de son mandat en tant que président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Fort de ses projets et de cette volonté de rapprocher l'institution au plus près du citoyen, l'indépendantiste espère continuer sur cette lancée. Détail dans ce journal. On continue dans la politique avec la campagne pour le oui lancée par le FLNKS. Stratégie, mobilisation et avenir institutionnel sont au cœur des motions validées par le Front. Pour en parler, Laurie Oumouni, secrétaire du RDO, le parti en charge de l'animation au sein du FLNKS, elle est l'invitée de ce journal. En 1980, les Nouvelles Hébrides devenaient le Vanuatu. Les 40 ans d'indépendance de l'archipel sera célébré ce samedi au Parc Fayard à Dembéa. Calédonie a consacré à l'occasion une série de reportages, traditions, culture ou encore art culinaire feront battre le feuilleton de cette semaine. À découvrir ce soir la traditionnelle cérémonie du Kava. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, aucune activité minière aujourd'hui sur la commune de Canala en signe de protestation face aux incivilités. Un mouvement de grogne suite à des vols et des dégradations au sein de l'école publique de Naketi et dans les logements de fonction. Une réunion s'est tenue ce matin à l'école pour trouver des solutions. On écoute Robert Nédéa, président de l'APE. On a demandé le vigilant, la sécurité, surtout la sécurité. Le vigilant et le premier adjoint, il a dit qu'il va porter sur son dos pour les demandes que les parents ont demandées. C'est sur la sécurité. Parce que là, on s'est battu sur le vigilant, les alarmes. Là, c'est les parents qui sont chargés de la sécurité. C'est des rondes tous les soirs. Et on verra après, on a une réunion là, juste après, pour pouvoir voir les parents. Comme ça, on donnera les noms pour les rendre tous les soirs. Et une réunion est également prévue cette semaine avec la mairie pour tenter de trouver des solutions. Je vous le disais en titre, c'est un bilan satisfaisant que tire Roch Ouamito de son passage à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une place que l'indépendantiste doit à l'éveil océanien et au Parti travailliste. Jeudi matin, tel le jeu de la chaise musicale, le siège de président sera de nouveau en mouvement. Roch Ouamito espère quant à lui poursuivre dans cet élan. Écoutez, le président du Congrès, il est au micro de Océane Dacunia. J'ai pu, avec l'ensemble des groupes du Congrès, mener un certain nombre d'actions de fond, d'actions structurelles. C'était de moderniser le Congrès et de rendre, oui, effectivement, de rendre le Congrès plus proche des gens. Nous avons par exemple fait en sorte que le Congrès, qu'on ouvre le Congrès pour que cette institution représente aussi, soit ouvert au peuple calédonien, avec notamment tous les rendez-vous du Congrès sur les différentes thématiques, et notamment la thématique de l'environnement, que nous avons pu organiser tout au long de cette année. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte de publier tous les projets de textes ou des propositions de textes, que ce soit de délibération ou des lois du pays qui viennent du gouvernement ou qui émanent des élus du Congrès. Nous avons décidé de le publier de façon à ce que toute la population calédonienne, s'il le souhaite, que ce soit la population ou les décideurs, puissent disposer de ces textes-là avant que ces textes rentrent dans les procédures de discussion. On continue avec la politique. À 2 mois et demi du référendum, le FLNKS lance sa campagne pour le oui. Réunie ce samedi à Dembéa, la convention a permis d'établir la stratégie pour les prochaines semaines. Et pour en parler, ce soir, Laurie Oumouni, secrétaire du RDO, le Rassemblement démocratique océanien, en charge notamment de l'animation pour le FLNKS. Laurie, bonsoir. Bonsoir. Alors, une campagne qui commence par une demande adressée à l'État pour le report des dates pour l'inscription dans les bureaux de vote délocalisés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour nous, chaque vote compte. Donc, il est important que les citoyens calédoniens puissent s'exprimer le 4 octobre. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on déplore, c'est que, en ayant réduit ce délai d'inscription pour les bureaux de vote délocalisés, que nos citoyens qui vivent dans les îles, ou en tous les cas qui votent dans les îles, ne puissent pas voter ce jour-là. Alors, combien de ressortissants des îles vous attendez ? On en attend 5000.
Donc sur les 5000, il n'y en a que 1000 qui sont venus s'inscrire. Donc on aimerait bien prolonger ce délai pour leur permettre de venir s'inscrire. Alors en 2018, près de 10 000 ressortissants des îles Loyauté étaient attendus pour ce dispositif et seulement 3 250 se sont inscrits finalement. Alors combien de temps il faudra selon le FLNKS pour que les gens fassent la démarche ? Alors ça va être difficile. Si on devait établir un délai, il faudrait pratiquement ouvrir H24, j'ai envie de dire. Mais là, en 3 semaines, on a pu inscrire 1000 personnes. Donc, comptabiliser les 5000 restants, il faudrait 15 semaines. Mais on est quand même pris par le temps. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé de prolonger les horaires et également d'ouvrir les samedis. Et si l'État refuse votre demande, qu'allez-vous faire ? C'est dommage parce que finalement, le scrutin, est-ce qu'il est sincère réellement ? Si une partie de la population n'a pas pu s'inscrire parce qu'on ne leur a pas donné cette possibilité-là. On est dans une démocratie, dans un État démocratique où aujourd'hui, on supprime un droit aux citoyens calédoniens. Alors le Front insiste notamment sur une campagne dans un esprit apaisé. Alors quelle façon concrètement les indépendantistes feront campagne pour rester dans cet esprit serein ? Alors pour rester dans un esprit serein, il n'y a rien de mieux que la communication. Donc on va occuper le terrain, on va communiquer avec la population. S'il faut, on va faire du porte-à-porte. En tous les cas, notre campagne va se faire en 3 phases. Donc une première phase de préparation où aujourd'hui, depuis la Convention, il y a quand même le groupe projet qui continue à élaborer et à peaufiner le projet d'indépendance que nous soutenons et auquel nous sommes fidèles. Donc, et le 4 août, normalement, il y aura une restitution à l'issue d'une conférence de presse. Et alors, les résultats en termes de taux de participation pour la première consultation étaient de 80%, ce qui est exceptionnel. Alors, il est possible de faire mieux ? Il est toujours possible de faire mieux. Et quelle sera la stratégie pour augmenter ce taux de participation ? Comme je viens de vous le dire, ce sera de l'occupation de terrain, ce sera de la communication, ce sera essayer d'aider les populations à se mobiliser et surtout à se déplacer parce que aussi dans certaines régions, c'est surtout la mobilité qui est difficile. Donc mettre en place des transports pour aller chercher les personnes et les conduire au bureau de vote. Alors le Parti travailliste change de stratégie et appelle d'ailleurs ses militants à voter oui. Un commentaire ? Juste félicitations et merci de rejoindre la campagne. C'était ce qu'on attendait en 2018. Malheureusement, le Parti travailliste avait émis des directives autres. Aujourd'hui, si c'est une mobilisation pour un oui massif, on ne peut que les féliciter et les remercier de nous accompagner, même s'ils ne participent pas avec les CNC, mais de nous accompagner pour le oui. Alors, un des groupes de travail porte sur l'information de l'État en cas de victoire du oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Alors, c'était un document didactique qui était, pour lequel, en tous les cas, l'État, sous couvert de Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, s'était engagé lors du comité des signataires à fournir, notamment le 13 juillet. Donc, étant donné qu'il y a eu un renouvellement du gouvernement en métropole, cette deadline a été repoussée au 17 juillet. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles de ce document didactique qui était censé permettre aux Calédoniens d'aller voter sereinement et surtout en toute conscience, un vote éclairé. C'est une façon de rassurer les Calédoniens pour voter pour le oui ? Bien sûr que c'est une façon de rassurer les Calédoniens, puisque on voit bien que nos adversaires prônent une politique de la peur. Aujourd'hui, prôner une politique de la peur signifie, ou en tous les cas, tente à montrer que le scrutin est insincère, puisque les personnes vont aller voter par peur du oui. Alors le projet de société proposé par le FLNKS pour la future nation en cas de la victoire du oui date de 1986. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce projet aujourd'hui ? Alors je ne dirais pas que ce sont des nouveautés, mais en tout cas c'est un affinage un petit peu du projet avec une phase de préambule, des précisions sur la période de transition à l'issue d'un oui majoritaire. Donc c'est des petites choses qui s'ajoutent pour compléter et surtout pour toujours éclairer les citoyens calédoniens pour le référendum. Laurie Omouni, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. SOS Mangrove débouté après son recours en justice contre le projet de la passerelle cyclable, une infrastructure qui doit rejoindre Wemo au parc de Sainte-Marie au travers la mangrove. Alors selon l'association environnementale, l'installation de cette passerelle nécessiterait de défricher des palétuviers d'une surface totale estimée à 180 mètres carrés, Océane d'Acunha. Ils vont abattre tout ça là pour pouvoir faire cette fameuse passerelle sur 50 mètres sur à peu près 4-5 mètres de large. On n'a jamais été contre le projet, mais c'est le tracé qui nous interpelle. Donc c'est ça qui va être détruit. Donc on est juste en face. C'est toute cette zone-là qui va être détruite pour rejoindre l'autre bout de digue qui est là et retomber sur la passerelle qui est en construction ici. Ce qui risque de se passer, c'est que déjà ils vont abattre une zone, ils vont détruire une zone de palétuviers qui sont par la circonstance de l'assainissement, sont devenus stériles. Il n'y a plus du tout de reproduction. Ils fleurissent, mais il n'y a pas de graines, il n'y a pas de fruits. Donc, impossible de refaire des plantations. Nous, on a créé nos pépinières pour pouvoir justement aider à la restauration de zones dégradées. Mais là, cette espèce-là, c'est fini, elle va disparaître. Donc, il va y avoir à peu près 200 mètres carrés de palétuviers qui vont disparaître totalement de Nouméa. Et ces palétuviers-là, on ne les retrouve plus du tout. Voilà. Donc pour nous, c'est un préjudice environnemental contre cette espèce-là quand on peut faire autrement. Ce qu'on avait proposé, c'était de continuer comme ça sur le platelage, donc de l'agrandir sans problème. Ici, tu vas voir, je vais t'emmener, il y a un petit faré et il y a la passerelle. Ici, il y a quoi? Il y a 150 mètres. Il n'y aura pas de dégâts et les palétuviers, bon, c'est des palétuviers qui sont... Enfin, entre guillemets communs, qui se reproduisent, qu'on a en pépinière. Donc il n'y a aucun problème pour les remettre en place. Les palétuviers, ils sont élagués, mais tu vois, ils sont quand même assez loin de la digue, ce qui fait que tu as quand même une emprise au sol. Tu peux faire 3 mètres facilement, là, toi. Oui. Donc il n'y a pas de dégâts. Et regarde. Viens voir là. La trouée, elle est faite. Tu arrives en face, direct. Voilà. Enfin, la passerelle, elle aurait dû être ici. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et beaucoup moins destructeur. Solliciter, la mairie de Nouméa n'a pas pu se rendre disponible pour répondre à nos sollicitations. Je vous le disais en titre, le Vanuatu célèbre cette année le 40e anniversaire après son accession à l'indépendance. Ancien condominium franco-britannique, le territoire des Nouvelles-Hébrides accède à son indépendance le 30 juillet 1980. Tout au long de cette semaine, nous irons à la rencontre de la communauté nivanuataise et de sa culture. Nous ouvrons ce soir avec la traditionnelle cérémonie du kava. Quelle est sa symbolique? Regardez plutôt ce reportage sans commentaire signé Alexandre Sigura. Si on est là aujourd'hui, c'est pour montrer les kavas. Les kavas, là, ça c'est les kavas qu'on a sortis dans les poches, qu'on avait achetés. Ça, c'est les chips, les troncs. Et puis ça, c'est les racines. Là, maintenant, je vais chavirer dans l'eau chaude, bouillante. C'est pour qu'on va bien faire sortir tous les saletés. Le kava bien nettoyé, tu vois, quand ils vont chavirer dans les bouteilles, mais tu vois, c'est blanc. Et ça, c'est la préparation qui est bien. Il va découper en morceaux, petits morceaux pour pouvoir passer à la machine après. Là, il va passer au broyeur maintenant. Il va laisser le kava avec l'eau 5 à 10 minutes. Il va donner plus encore d'effet. La force du kava, il va sortir. Et plus encore l'effet. Et quand il presse, il faut qu'il presse bien, avec la force. Voilà, maintenant, au temps d'aujourd'hui, là, il filtre avec les jupons. Au temps d'avant, le vieux, il filtre avec... il mâche, les jeunes, ils mâchent, et puis après, il filtre avec les fibres des cocotiers. Voilà, c'est ça, là. Le Nakamal, en fait, c'est la maison des hommes, une maison sacrée où les hommes se réunissent pour des cérémonies, pour faire des repas, des deuils, etc. Donc cette maison-là est réservée aux cérémonies coutumières. Ici, ce serait plutôt un kava bar. Les vieux utilisaient le kava
surtout le soir, après une journée chargée pour se calmer, se détendre. Ils utilisaient aussi dans les cérémonies de mariage, de deuil, dans toutes les cérémonies où les gens viennent ensemble. C'est les jeunes qui sortent. Voilà. Les vieux, ils n'ont pas le droit de toucher. Ça servait aussi de kava lorsque, après des conflits, on s'asseyait pour faire la paix. Nous, quand on finit de planter les ignames, et les vieux, ils levaient un sel pour les faire danser autour des îles d'ignames, des champs d'ignames. Sinon, on pense comme ça, pour l'igname, il va bien donner. Principalement au sud, surtout l'île de Tana, principalement. Le kava, il est pris comme une porte pour communiquer avec les esprits. L'esprit des anciens, de la nature et tout. En quelque sorte, c'est comme pour la monnaie kanak, on l'utilise pour les mariages et tout. Il a une valeur coutumière très importante. Lorsqu'on prend le kava, on prend souvent le coco aussi. Et la noix, on s'en sert pour mettre le kava dedans. Malogo. Demain soir, vous découvrirez dans le second volet du feuilleton de la semaine les secrets du dessin sur sable. Commémoration samedi dernier à Nouméa en hommage à l'histoire douloureuse de la communauté javanaise soumise comme les Kanaks au code de l'indigénat. Les engagés sont arrivés dans la colonie française pour travailler. Reportage ce soir avec Michel Pimbé. Leurs chemins se sont croisés sur le bateau à Jakarta. Et 67 ans avant le départ, 67 ans. Je les réunis. C'est l'histoire de 4 Calédoniens d'origine javanaise, descendants de travailleurs de Java. En 1953, Sidik avait 5 ans, Marceline 4 ans, Sariman 2 ans et Toumira 10 mois. Leur point commun, le 17 juillet 1953, date à laquelle ils ont embarqué avec les 749 passagers à bord du Suryanto à destination de Jakarta. On a débarqué à Jakarta. On était confinés en quelque sorte dans on était dans un camp là. Dans un camp, ouais. Ma mère est décédée donc à Sumatra. C'est là que ma tante ici a écrit quoi pour revenir. Et t'habitais à la veille du Coran, pas loin de la mosquée là. Voilà. Ce samedi après-midi, la famille et les amis de ces passagers ont offert des cadeaux à leurs anciens. Ces retrouvailles surprises ont été rendues possibles grâce aux recherches de l'historienne Catherine Hadi. Ce goûter là, en fait, il est parti d'un mot. Le 21 décembre 2019, Master Sidik était là et puis il parle de bloc calédonien. Et je me suis dit, ce monsieur-là, je vais trouver sa famille et je vais organiser une surprise. Depuis notre départ pour l'Indonésie en 1953, c'est la première fois qu'on commémore ce moment-là. Ouais. Bon, je pense à mes grands-parents aussi. Oui. Ah non, mais après, non, on va tous pleurer, là. Non, mais c'est normal. Un petit cadeau pour Sidik et puis pour vous tous, ce beau petit moment. Le 17 août 1945, l'indépendance de l'Indonésie est proclamée et le nouveau gouvernement demande à la France le rapatriement de ses ressortissants. Alors, petite rectification, c'est une histoire particulière qu'ont vécu 6 Calédoniens d'origine javanaise ce samedi. Une surprise qui leur a été organisée 67 ans après leur départ pour Jakarta en Indonésie. En 1953, ils embarquent sur le Suryanto et ils reviennent au pays chacun leur tour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Born in Evis, c'est le documentaire qui sera diffusé ce soir à 21h20 sur Calédonia. Alors c'est l'histoire de Mariam Zaesh, née dans la tristement célèbre prison iranienne d'Evin. Dans ce film documentaire, la réalisatrice cherche à en savoir plus sur les circonstances dramatiques de sa naissance. Voici un extrait. In 1979, the Shah was overthrown, but the just and free society they were fighting for would soon become their biggest nightmare.
Khomeini, the so-called religious leader and just another dictator, proclaimed the Islamic Republic. Tens of thousands of political opponents got persecuted, tortured, and killed. In 1983, my parents were arrested too, and me, who was still in my mother's belly. Now, what happened to us there is the missing piece of our family story. Voici qui referme cette édition, un journal que vous pouvez revoir sur notre page internet caledonia.nc. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain à cette même place. Belle soirée sur Calédonia.